Bonjour à tous. C'est vrai que j'avais, il y a deux séances, je vous avais montré comment est-ce qu'on pouvait écrire un layout, donc ça permettait de comprendre la mécanique des layouts. Et puis, euh, j'ai parlé aussi des look and feel la dernière fois. Donc comment est-ce qu'on crée surtout des custom components, des composants personnalisés. Et donc tout le découplage qu'il y avait entre le modèle et la vue, enfin le rendu en tout cas, le rendu des, le rendu des composants à l'écran avec les différents look and feel. Alors parmi les look and feel, en fait, il faudrait peut-être que je redécoupe encore mieux ce, ce support de cours. Hein, il y avait différents look and feel qu'on avait pu observer. Donc, dans l'exemple la semaine dernière que j'ai terminé, d'ailleurs j'en ai profité, au passage je vous avais informé par Needle, mais j'ai fait rajouter les deux trois petites fonctionnalités élémentaires qui me manquaient pour que le composant commence à devenir intéressant. Il y avait un moment, j'avais obtenu depuis le système la liste des look and feel installés sur la JVM de ma machine. Donc il y avait je sais pas quoi, métal, etc. Et puis il y a un look and feel qui était un peu bizarre, qui s'appelait synth, pour synthétique look and feel, qui d'apparence en fait ressemblait à l'un des autres. J'ai oublié lequel, c'est pas très grave. Probablement celui par défaut ou le métal, bon, peu importe. Et il a une particularité celui-ci pour les look and feel, c'est que vous voyez, il y avait une vraie difficulté, enfin oui, il y avait quand même une vraie difficulté à d'écrire un look and feel, il faut créer les bonnes classes Java, enfin etc. Bon, c'est du travail, vous allez me dire, de toute façon, c'est difficile, il y a déjà une partie de design importante, c'est pas le code qui sera vraiment le plus difficile à écrire probablement. Bon, ça je sais pas trop, mais c'est sûr, il y a du travail, de toute façon. Euh, une possibilité qui est offerte justement par le look and feel Synth, eh bien, c'est de permettre la- le paramétrage, si vous voulez, ou la création de l'apparence via non plus du code, mais via un fichier externe de ressources. Donc, au lieu de coder directement en gros, les méthodes Paint qui permettront d'obtenir le dessin adéquat pour chaque composant, eh bien, on va pouvoir faire une définition externe, un peu à la manière de ce qu'on fait en HTML, CSS en fait. Hein, où le CSS, c'est une feuille de style qu'on applique sur un document HTML. Donc on peut voir ici l'interface qu'on a pu créer comme, disons, le document. Hein, c'est après tout un document HTML, c'est une arborescence. Alors d'éléments textuels, mais disons d'éléments. Ici, c'est simplement une interface, c'est une arborescence d'éléments graphiques. Et puis par-dessus, on va pouvoir appliquer une feuille de style. C'est ça l'idée du Saint Look and Feel. Donc vous allez voir que c'est pas très loin comme façon de procéder. Donc évidemment, qu'est-ce qu'il faut? Il vous faut utiliser le Saint Look and Feel. Hein, et puis vous allez simplement lui associer une description XML, pardon, qui est, qui est justement la description de cette feuille de style entre guillemets. Alors, la question, c'est comme en HTML et en CSS, comment est-ce que vous faites l'association entre les éléments descriptifs et génériques du CSS et puis les éléments instances qui sont dans le document HTML. Hein, dans le document HTML, vous instanciez effectivement des classes. Hein, vous déclarez un paragraphe, mais ce n'est pas la classe paragraphe que vous déclarez. C'est vous instanciez un paragraphe pour fabriquer un paragraphe qui sera affiché de telle manière. Donc dans les documents HTML, vous avez des instances, et puis dans les documents CSS, vous avez des éléments relatifs à l'apparence, soit des instances, soit de leur classe. Enfin, il y a divers degrés de généricité, sans trop rentrer dans le détail. Alors, en fait, il va se passer exactement la même chose. Hein, c'est-à-dire qu'en HTML, CSS, bah, vous savez bien, il y a les histoires de ID, name, class, etc., qui permettent de déclarer l'appartenance d'un élément
à une classe ou de nommer l'instance via le ID. Et puis dans le CSS, vous allez pouvoir faire une feuille de style qui dit je vais appliquer tel style soit à tel élément, soit à telle classe, enfin, etc. Alors, ça veut dire qu'effectivement, dans HTML, vous avez un moyen de nommer, de déclarer l'appartenance des éléments. Et ça, pour le faire, c'est que simplement vous avez un attribut des balises. Hein. Vous avez les attributs classe, les attributs ID de vos balises HTML qui vous permettent, ces attributs, de faire ce type de déclaration. Donc pour l'interface, comment est-ce que ça se produit? Pour l'interface, simplement, on va les nommer, les objets. Hein. On va les nommer via quoi? Vous avez une méthode setName des composants swing qui permet de faire ça et de nommer effectivement les objets. D'accord? Et puis ensuite, vous avez un document XML qui va décrire les différents types de choses qu'on peut vouloir faire, qu'on peut vouloir appliquer aux objets. Et vous avez des déclarations de style. D'accord? Donc vous avez une balise style qui va permettre de déclarer différents éléments. Je ne vais pas tout décrire parce que c'est un peu long. Si vous voulez vraiment savoir comment fonctionne le look and feel synth, je vais juste en prendre un exemple et puis on va le décortiquer un peu. Si vous voulez en savoir plus, il faut regarder la documentation. Donc vous avez une balise style qui permet de définir un style. Et puis ensuite, vous allez pouvoir, dans le XML aussi, associer les styles que vous avez pu déclarer avec des éléments de votre interface via, cette fois, la balise bind, qui fait l'association, comme vous le voyez, entre un style d'un identifiant particulier. Voilà. Alors, voilà à quoi ça ressemble, un XML, pour le synth look and feel. Alors on va regarder en fait exactement comment ça fonctionne, mais vous voyez, vous avez différents effets de style et puis vous avez des binds pour faire cette association entre les éléments de l'interface et puis les effets de style. Et puis vous voyez que les effets de style, il y a des choses plus ou moins riches. On peut paramétrer les polices, la représentation, disons les boîtes englobantes, déclarer je sais pas quoi, modifier des couleurs, etc. On va regarder, en fait, il y a un exemple complet sur la façon dont ça fonctionne. Donc peut-être que le mieux, c'est de décortiquer cet exemple. Et vous allez voir que l'interface qui est fabriquée elle-même, elle est tout à fait ordinaire. C'est simplement le fichier XML qui va permettre d'obtenir un effet particulier. Alors, ça doit être là-dedans. Ouais, c'est ça. On va essayer de l'exécuter déjà, on va voir. J'espère que j'ai tout sur place. Plaf quoi il s'appelle, synth. Bon, ça c'est exactement ce que le petit extrait qui a été vu, qui était dans le transparent tout à l'heure. Comme vous voyez, ce sont des boutons ou des labels, je ne sais plus. Visiblement, les deux premiers sont des boutons. Ok. Celui-ci aussi, visiblement. Et puis celui-ci, ça doit être un label. Donc on va voir exactement, on va décortiquer. Vous voyez qu'ils ont des apparences différentes. Le premier et le deuxième ont le premier et le troisième ont la même apparence. Le second en a une autre. Et puis le troisième, le label, a encore une autre apparence. Évidemment, il ne s'agit pas de discuter les goûts ici. C'est particulièrement moche. Mais je vous rappelle que je n'ai aucun talent pour le design graphique. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Regardons simplement le code de cet exemple. Et vous allez voir qu'il ne contient rien de bien particulier. Pardon, je vais zoomer un peu. Si je regarde un petit peu comment cette interface a été obtenue,
Alors, j'oublie pour l'instant ce qui est dessus, mais il n'y a rien d'autre que la création habituelle. Alors, il y a des menus ici. Tiens, j'ai pas fait gaffe si dans l'exemple, on va l'exécuter, pardon. Voir, visiblement, il y avait un menu, donc il y avait peut-être du style pour les menus, je sais pas trop, non. Bon, je sais pas où il est passé. Ah, je l'ai peut-être pas associé, hein. C'est peut-être des scories qui traînent. Oui, la barre de menu semble ne jamais avoir été associée, donc c'est pas grave. Le menu ne sert à rien ici. Mais la partie intéressante, je ferai le nettoyage de ça plus tard. La partie intéressante, hein, c'est simplement j'ai ma JFrame. Oublions le menu puisque visiblement il sert à rien. Je crois que j'ai jamais associé la barre de menu à la frame, donc peu importe. Il y a simplement ces trois boutons, puis effectivement le label. Et vous voyez qu'ils sont créés de façon tout à fait ordinaire. Hein. La seule chose, bon après, bien sûr, ils ont été rendus interactifs via des action listeners, très bien. Mais la seule chose qui était associée auparavant, c'est simplement un look and feel qui est une instance du synth look and feel, d'accord, et pour lequel on a dit que les ressources qu'on souhaitait associer à ce synthétiseur d'apparence, c'était le fichier, enfin les déclarations présentes dans le fichier myLookXML. Donc on regardera après ce qu'il y a dans myLookXML. L'autre précaution qui a été prise ici, hein, bah, c'est simplement d'associer entre guillemets, des identifiants à certains des objets. Hein, via l'appel à setName. Donc j'ai nommé l'objet Yo2 Yo2 et l'objet Yo3 Yo3. Voilà. Ça va me permettre de leur associer quelque chose de particulier dans le fichier XML. Alors si je regarde myLookXML, hein, eh bien, je vais retrouver les différentes déclarations qui me permettent de faire des choses sur ces objets. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Bah, vous voyez par exemple que pour le bouton, le deuxième bouton, hein, au deuxième bouton, donc celui qui avait été nommé dans le code Yo2, on lui a associé le style Yo2 style. Alors regardons le style Yo2 style. Où est-ce qu'il est? Voilà, il est ici. Bon, alors je sais pas, j'ai dû faire différents essais, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a préparé des choses différentes quand, vous voyez, il y a aussi des tags, des balises HTML pour dire, des balises XML pour définir des propriétés graphiques, quand le bouton est pressé ou pas, etc. Donc ça, évidemment, ça nécessite, hein, si vous voulez connaître la collection complète de ces choses-là, ça nécessite évidemment de consulter la documentation, comme je disais tout à l'heure. Alors, par exemple, vous avez des choses plus génériques, vous avez qu'un autre bind qui a été fait ici, donc ça, bien sûr, c'est un bind qui a été fait sur un objet, hein, ça c'est comme si j'avais un objet HTML auquel j'avais associé un ID, et puis là, j'ai fait quelque chose de plus générique. Pour les autres, donc ça c'est pour les objets de type bouton, donc quand on utilise le type name, ça fait une association vers une instance, qui est nommée de façon unique, normalement. Et puis quand on fait region, ben ça c'est de l'ordre des classes en HTML. Hein, c'est-à-dire que ça, je vais accéder à tous les objets de la classe button. Alors attention, quand je parle de la classe button, c'est la classe des objets boutons, au sens générique du terme. C'est pas la classe Java. Hein, c'est pas nécessairement la classe button de Java. Hein. C'est tous ceux qui se sont déclarés comme des instances possibles pour le synth look and feel, instance possible d'une classe générique bouton. Donc tous les boutons, au sens large, peu importe lesquels ils sont. D'accord? Donc au-dessus, évidemment, il y a un style qui est différent. Bon, peu importe. Hein, ils sont notamment, vous voyez qu'ils sont rouges quand on les presse. Sinon, par défaut, ils doivent être... le texte est en bleu. Si j'exécute, on devrait voir par derrière. Je vais exécuter. On devrait reconnaître un peu des éléments. Donc c'est vrai que quand je clique dessus, pour les boutons 1 et 3, donc qui ont un style auquel on applique le style générique,
la couleur de fond devient rouge quand c'est pressé. Hein. Et puis on conserve la même couleur pour le texte que quand c'est pas pressé. Simplement quand il n'est pas pressé. Pour l'autre style, bah, c'est pareil. Vous voyez qu'il y a même une police qui a été changée. Ça n'est pas la même police, etc. Voilà. Bon, c'est une façon de faire. On peut même, éventuellement, on pourrait même déclarer utiliser des images, etc., faire des références externes à d'autres types d'objets. Je ne sais pas si ça fonctionne vraiment ici, regardez, mais oui. Ce qui a été utilisé, ici c'est un arrière-plan qui est issu depuis une image externe. C'est ce qui a permis d'obtenir le dégradé notamment. D'accord? Donc ça c'est un petit peu méconnu et c'est pas inintéressant d'avoir une déclaration externe de l'apparence. Ça permet notamment éventuellement à des non-informaticiens de créer des apparences assez facilement. Sous réserve bien sûr de maîtriser les éléments du langage utiles pour faire une telle déclaration.